On part pour le chapitre 16, un voleur dans la nuit. Le temps qui passe n'apporte aucun changement au siège de la montagne solitaire, si ce n'est finalement l'aggravation de l'état dans lequel se trouve Thorin. On a, si vous voulez, cette division et cet égocentrisme qui sont caractéristiques de la maladie du dragon, qui se manifestent désormais davantage dans les menaces que Thorin fait à ses propres compagnons. Alors, ni les liens de parenté ni l'amitié ne peuvent contrer sa revendication sur la pierre arcane. Et de l'autre côté, finalement, on a Bard et le roi des elfes qui poursuivent leur campagne contre la montagne, postant des sentinelles de peur que les nains tentent de s'échapper pour se ravitailler. L'hiver approche, mais personne ne semble se mettre d'humeur à parlementer. Roach revient et tente de raisonner Thorin. Il est ironique, bien sûr, d'être réprimandé par un corbeau pour son avidité. Compte tenu du célèbre désir des corbeaux pour les choses qui brillent, notamment, qu'ils cachent dans leur demeure. Là, même le corbeau trouve l'obsession de Thorin incompréhensible. Et Glink, merci pour le follow. Lors de leur première conversation, Roach s'était contenté d'exposer tous les faits à Thorin et de le laisser choisir, en réservant son jugement même lorsque Thorin a réagi avec témérité et colère. Là maintenant, le corbeau est beaucoup plus direct. Il le dit catégoriquement, je ne considère pas ce conseil comme bon. Donc il essaye vraiment de montrer à Thorin que son refus de traiter avec ses voisins crée une situation sans issue. Le corbeau demande avec insistance « Comment te nourriras-tu sans l'amitié et la bienveillance des terres qui t'entourent ?» Et cette question devrait nous rappeler l'explication que Thorin nous avait donnée, selon laquelle autrefois les nains de la montagne ne prenaient jamais la peine de cultiver ou de trouver de la nourriture en raison de leur relation étroite avec la ville de Dale, ou le Val. Donc Roach, qui souhaitait ardemment le retour de la paix, semble maintenant avoir peu de raisons de l'espérer. Et c'est dans cette impasse que se trouve Bilbo, là, actuellement. On a le seigneur nain, le roi des elfes et le tueur de dragons qui se regardent là et revendiquent leurs droits, là. Bilbo, il est au milieu de tout ça. Lui, Bilbo, Bessac, Saquet de cul-de-sac, s'apprête à leur montrer la voie à suivre. Autrefois, se tenant craintivement dans l'obscurité, tandis que Gollum se blottissait devant lui, Bilbo avait fait un choix qui allait changer sa vie. Il avait préféré la clémence à la cruauté et avait placé la compassion avant son propre intérêt. Et aujourd'hui, là, dans la désolation du dragon, il va réitérer ce choix publiquement, montrant à tous ces grands personnages le seul remède à la maladie du dragon. Alors que nous approchons du plus beau moment de Bilbo, finalement, Tolkien, dans son écriture, semble se donner à fond pour nous rappeler qu'il était petit, en fait. Lorsqu'il y a des elfes sentinelles qui l'entendent, ils le désignent comme ces étranges petites créatures que l'on dit être leurs serviteurs. Et Bilbo s'oppose à cette remarque de serviteur et n'apprécie vraiment pas être perçu comme une personne de si peu d'importance. Et lorsqu'il se présente à ces mêmes elfes, il se présente comme compagnon de Thorin. Et pourtant, et même si ça plaît pas à Bilbo, le narrateur insiste sur sa petitesse lorsqu'il nous informe que les prémices d'un plan lui étaient venues. Donc Bilbo a peut-être gagné une place parmi les grands, mais bien qu'il porte désormais avec aisance sa jolie cotte en mithril là et son épée magique, voilà. Ça semble, son épée magique et sa cotte de maille, lui aller magnifiquement bien. En fait, Bilbo, il contraste, si vous voulez, avec Bard et le roi des elfes, qui le contemple un petit peu de manière curieuse, car un hobbit
sorte d'armure elfique partiellement enveloppée dans une vieille couverture. C'était quelque chose d'assez nouveau pour eux. Et Bilbo est suffisamment habitué à ce monde de haute aventure pour pouvoir approcher ces grands capitaines. Mais justement, il est aussi suffisamment dépaysé pour réussir à les aider. Et la réaction de Bard aux nouvelles de Bilbo concernant Dain, parce que oui, Thorin a demandé à Roak et sa clique de corbeaux d'aller prévenir Dain, pied de fer, qui se trouve sur les montagnes de fer, donc un petit peu plus à l'est, pour venir les soutenir et rejoindre la bataille. Donc là, on a un appel qui a été fait au cousin. Donc Thorin a appelé son cousin Dain. Et Bilbo explique que Dain est censé arriver d'une minute à l'autre. Et finalement, la barde lui demande « Mais pourquoi tu nous racontes ça trahis-tu tes amis ou tu nous menaces ?» Et Bilbo proteste en fait contre cette précipitation et cette sorte de méfiance de Bard. Et le tueur de dragons fait preuve d'une méfiance qui aurait plu au dragon lui-même en fait. Bard semble inflexible dans sa résolution d'affamer Thorin sur son tas d'or. Et lorsque Bard va traiter Thorin d'idiot, Bilbo souligne le fait que Bard campe là, voilà, dans cette sorte de vallée désolée, à l'approche de l'hiver, et que c'est pas plus sensé en fait. Donc Bilbo, il aborde Bard et le roi des elfes avec un calme, et surtout de manière raisonnée, tout comme Roak en fait tente de convaincre Thorin. En réalité, là, Bilbo, il emploie son meilleur ton commercial. Là, c'est vraiment un marketeur terrible. Un ton vraiment très besac ou saké. Ce ton qu'il a déjà montré à cul-de-sac. Cependant, là, rappelez-vous, Roak, il a échoué avec Thorin. Il faut plus que la raison, parfois, pour atteindre quelqu'un profondément en proie au mal du dragon. Roak, lui, n'a plus rien à offrir si ce n'est sa loyauté et son obéissance, qu'il continue de donner avec désespoir finalement. Alors que Bilbo, lui, il a beaucoup plus à offrir. Bilbo, il agit seul contre cet esprit de la maladie du dragon là, qui domine les deux camps. Et là, Bilbo va céder la pierre arcane à Bard. Et il faut rappeler que ce geste coûte à Bilbo. Il a pris la prière en premier lieu parce qu'il est tombé sous son charme. Et il ajoute à cela le choix constant de la garder pour lui. Alors, il le dit, hein, je pensais que je choisirais celle-ci s'il prenait tout le reste même. Et même lorsque Bilbo la rend, on peut lire son désir persistant dans son regard. Hein. Il a vraiment un regard de désir et dans le frisson avec lequel il tend la pierre en fait. Bilbo ne se contente pas de donner cette pierre, hein, juste l'Arkenstone. Il renonce également à son droit à toute récompense ou compensation pour son long voyage et ses immenses efforts. Nous savons qu'il n'a pas oublié ses droits, car il porte toujours la lettre du contrat de Thorin. Ouais, il va sortir la lettre pour montrer qu'il est un Bard et au roi des elfes. Et donc, il a toujours cette lettre de contrat dans sa poche, de peur que ses droits ne soient remis en cause un jour. Bilbo, il n'est pas immunisé contre la maladie du dragon, mais il l'a surmontée. Et au milieu d'une impasse qui est causée là par des gens qui insistent sur leurs droits, Bilbo vient de tout abandonner. Et coucou Tarilendil. Et pourquoi Bilbo il agit comme ça? C'est simple, il veut éviter des ennuis à tout le monde. C'est une réponse, si vous voulez, effacée, qui tente de minimiser l'importance de son acte et la gravité de la situation. Ce serait plus dramatique, mais tout aussi vrai s'il disait « J'essaye d'éviter une guerre et d'établir une nouvelle alliance entre les nations ». Comme Roak, en fait, Bilbo verrait l'harmonie ancestrale revenir sur ses terres. Mais Bilbo... Merci Thorvald pour Rohirrim. Merci beaucoup. Merci. Mais Bilbo, il pense aussi à d'autres choses, plus simples et un petit peu plus personnelles, mais profondes. Au début du chapitre, Bilbo a une conversation avec Bombur. Puisqu'il prend la relève de Bombur sur il dit à Bombur, tu peux aller te reposer, c'est moi qui vais monter la garde, et c'est comme ça qu'il s'échappe en disant je te réveille à minuit, et c'est comme ça qu'il a un petit laps de temps pour pouvoir aller au camp.
C'est dans cette conversation, en fait, que Bilbo laisse entendre que son désir de sentir l'herbe sous ses pieds est encore plus fort que celui de Thorin pour son trésor. Donc, en fait, après le grand sacrifice que Bilbo va faire cette nuit-là, il va avoir des rêves. Et c'est plus des rêves qui sont hantés par des visions de pierres précieuses et scintillantes. Il va rêver d'œufs et de bacon. Et là, il nous montre ce qui vaut clairement plus qu'une rivière d'or à ses yeux. Dans le chapitre 5, peut-être que vous vous rappelez les énigmes que Gollum et Bilbo ont échangées. Bilbo se faisait en quelque sorte le porte-parole de la lumière, de la chaleur, de la vitalité, d'un certain ordre et d'une convivialité. Et finalement, entouré par l'odeur du dragon, Bilbo défend à nouveau toutes ces choses qui sont importantes. Les bouilloires, les œufs, les ronds de fumée et le bacon. Des choses simples pour un hobbit. Mais Bilbo démontre aussi l'importance qu'il accorde à la loyauté et à l'amitié en insistant pour retourner auprès des nains, juste après. On l'avertit que c'est peut-être pas le plus ouf, hein, mais Bilbo y tient. Il met en péril non seulement sa récompense, mais aussi sa propre sécurité après ce qu'il vient de faire. Mais Bilbo n'envisage même pas de rester. En fait, lorsque Bard lui demande s'il trahit ses amis ou les menace, il cherche à deviner de quel côté il se trouve. S'il apportait la pierre arcane à Bard et restait près de Bard au camp, son acte serait une trahison. Et Bilbo refuse de changer de camp. Il cherche plutôt, là, dans ce cas-ci, à établir un pont entre les deux. Comme pour abattre le mur que Thorin a construit et que Bard assiège en ce moment, même au péril de sa vie. Lorsque Bilbo va cacher la pierre arcane dans sa poche, Bilbo déclare être devenu un véritable cambrioleur. Le vol de la gemme fut le dernier et le plus grand cambriolage qu'il ait jamais commis, et ce cambriolage aurait pu se terminer tragiquement. On a les menaces de vengeance de Thorin au début du chapitre, ici, qui montrent clairement la tournure que l'histoire aurait pu prendre. Bilbo résiste à la corruption des sentiments d'avidité et de possession qui l'ont poussé à s'emparer du joyau. Et finalement, en faisant ça, il bouleverse toute l'histoire, transformant la pierre arcane en instrument, si vous voulez, de guérison. C'est une sorte de paradoxe. La carrière de cambrioleur de Bilbo culmine non pas dans le vol d'un trésor, mais dans son partage. En fait, on comprend enfin pourquoi les nains avaient besoin d'un cambrioleur. En réalité, un cambrioleur ne leur fut pas d'une grande aide pour s'emparer de leur trésor. Un archer, normalement, était plus ce dont ils avaient réellement besoin pour se débarrasser du dragon. Et la présence de Bilbo fut précieuse à plusieurs reprises au cours de leur voyage, mais la tâche pour laquelle il se révéla particulièrement qualifié était liée non pas à la récupération du trésor, mais finalement à leur propre rétablissement et guérison. Bard va tuer le dragon, mais c'est le petit Bilbo qui œuvre à la réalisation des prophéties de paix et de prospérité. Même Gandalf n'aurait pas pu prévoir que le cambrioleur qu'il avait choisi jouerait un rôle aussi particulier dans l'aventure qu'il avait organisée. Pourtant, vous le verrez, Gandalf retrouve Bilbo ici, et on constate que le magicien reconnaît toute l'importance des actes de Bilbo et les approuve pleinement. Il lui dit même « On est toujours plus riche en vous, on est toujours plus riche en soi qu'on l'imagine. » Et ça vise vraiment bien Bilbo et constitue un aveu qu'il ignorait totalement la tournure improbable que prendraient les événements. Il lui dit même bravo, et ça pour Bilbo c'est la plus belle des récompenses. Bilbo a plus que respecté sa mission donnée par Gandalf. Donc tout au long du livre, Bilbo a tenté de prouver sa valeur en tant que cambrioleur. Finalement, il admet
Personnellement, je me suis jamais vraiment sentie comme telle. Et bien qu'il ait accepté ce poste, il n'a jamais été à l'aise avec l'idée d'être un voleur. Gollum le qualifie de tel à tort, tout comme Smaug, mais cette étiquette ne lui a jamais vraiment convenu. Sa propre conscience l'a récemment tourmenté à propos de la dissimulation qu'il fait de la pierre arcaine, justement à Thorin, et son malaise lorsque Bard lui demande comment la pierre peut lui être donnée. Finalement, ça trahit sa culpabilité. Lorsqu'il l'a accepté, Bilbo a invoqué la promesse de Thorin de le laisser choisir sa 14e part comme justification, même s'il savait déjà que ce choix n'était pas vraiment destiné à inclure cette merveilleuse pierre. Il se doutait bien qu'il y avait un problème. Et maintenant, la justification se transforme en sacrifice. Bilbo, en fait, s'est révélé être un excellent cambrioleur, mais il reste honnête, plus ou moins. En fait, à la fin de la carrière de Bilbo, nous pouvons observer une chose incroyable. À mesure que Bilbo a été transformé par ses expériences, il correspond de plus en plus parfaitement à l'étiquette du cambrioleur que Gandalf lui avait donnée de manière un petit peu improbable au chapitre 1. Ce faisant, il n'a pas fondamentalement changé. Il a plutôt transformé le rôle de cambrioleur pour l'adapter aux valeurs de son monde de Saké-Besak, donnant à ce métier une direction inattendue. La description de cambrioleur honnête, c'est un peu un oxymore, mais elle convient parfaitement à Bilbo. Un cambrioleur honnête est peut-être une nouveauté, mais il en va de même pour un Besak ou Saké respectable qui est en train de porter une armure elfique, ou un voleur s'échappant la nuit pour distribuer les richesses d'une nation. Et voilà. C'était les analyses du chapitre 15 et 16